Merci Étienne Wulzbach. Bonjour à tous et à toutes. Je suis effectivement au Brésil, sur la côte du Nord-Est, où je vis et où je travaille encore à l'université. Il est 4h30 du matin maintenant. Je ne vous vois pas, mais je vois le toit de votre salle et je vous entends. Et je vais essayer de. D'abord, je veux remercier la Ligue pour son invitation qui me permet. Ah, maintenant je vous vois, c'est très bien. Bon. Je veux remercier la Ligue pour son invitation qui me permet de présenter un certain nombre d'idées que j'ai développées dans ce livre paru il y a 2 ans, Éducation barbarie, et que je vais présenter en lien avec votre thème sur les défis d'éducation au XXIe siècle. Bon. Ces défis dont vous avez commencé à parler, certains sont déjà anciens, bon, non résolus. Le défi d'inégalité sociale, du chômage, du racisme, ancien, mais il reste urgent et prégnant. Bon. D'autres sont plus nouveaux. Je pense en particulier au défi démographique. Nous allons vivre dans un monde plus féminin. Bon. Je ne sais pas si ce sera mieux. J'ai tendance à penser que si, mais nous ne sommes pas certains. Hein. Madame Thatcher était une femme, bon, et ne peut pas vraiment être considérée comme un progrès pour nos idées. Mais nous allons vivre dans un monde plus féminin. Nous allons vivre aussi dans un monde plus vieux, dans des sociétés plus vieilles. Il y a aujourd'hui dans le monde 7,8 milliards d'êtres humains. On s'attend, si la guerre et la faim qui se rapprochent ne changent pas les données, on s'attend à un pic de 9,7 milliards en 2064 et ensuite une diminution vers 8,8 milliards en 2100. Bon. Il est certain que nous allons vivre dans des sociétés plus vieilles et ça va être un problème aussi pour la jeunesse. C'est un problème que nous ne pouvons pas ignorer quand nous réfléchissons sur l'éducation, avec des risques de rupture intergénérationnelle qui se sont déjà un peu ébauchés récemment avec la pandémie. Et nous allons affronter 3 défis fondamentaux que vous avez commencé à évoquer dans la présentation. Le défi écologique, le défi technologique et ce que j'appelle le défi de la barbarie. Je vais parler un peu de chacun d'entre eux. Le défi écologique, c'est celui du réchauffement climatique, que vous connaissez bien en France, puisque vous vivez dans un pays chaud, hein, plus chaud actuellement que le Brésil. Bon, c'est le défi du climatique, mais c'est aussi le défi de l'eau, c'est aussi un défi sanitaire, médical, alimentaire, c'est le défi des migrations et des déplacements de population. Et nous allons affronter, l'espèce humaine va affronter à la fois des problèmes fondamentaux sur l'avenir de l'espèce et des problèmes quotidiens qu'il faudra et qu'il faut déjà commencer à intégrer dans la façon dont nous pensons et dont nous organisons l'éducation. Bon. Il y a actuellement 3 types de réponses qui se dessinent à partir de textes, de manifestes qui ont été publiés ces 10 dernières années. Première réponse, résoudre le problème écologique par la technique, bon, par plus de technique. C'est l'idée de développement durable, c'est l'idée de développement vert dans le cadre du capitalisme. Deuxième réponse qui a été avancée, qui s'appelle l'accélérationnisme révolutionnaire, c'est l'idée de développer la technique pour tout à la fois résoudre les problèmes écologiques et se libérer du capitalisme. Et troisième orientation, à partir des textes publiés ces 10 dernières années, qui se nomme généralement à partir du convivialisme, qui considère qu'il nous faut repenser radicalement nos modes de vie, y compris la façon dont nous éduquons les jeunes. Bon. Ce sont là des questions fondamentales et la Ligue, bien évidemment, ne peut pas rester étrangère à ces questions fondamentales, hein, qui renvoient tout à la fois
à notre avenir en tant qu'espèce humaine et à des questions quotidiennes très, très concrètes et très pratiques. Le défi technologique, communicationnel, se dessine de nouvelles configurations culturelles, artistiques, de nouvelles formes de communiquer, de nouvelles questions d'intégration sociale et politique, des questions culturelles et des questions de citoyenneté. Et donc là aussi, la Ligue ne peut ignorer ces questions-là. Une grande partie de l'information se trouvera et se trouve déjà en dehors de l'école. Et je crois que nous devons intégrer cela à notre réflexion sur l'éducation. Mais il existe une différence entre, d'un côté, l'information et de l'autre, le savoir, la science, le sens. Le défi pour nous est de savoir si la construction de soi et des identités sociales sera abandonnée aux supermédias et au pouvoir qui domine l'information, ou si elle restera une finalité et un combat de ceux qui se veulent du côté du sens, de la science, du savoir, bon, comme l'a été la Ligue tout au long de son histoire. Et enfin, ce que j'appelle le défi de la barbarie. Pourquoi le défi de la barbarie? Parce que nous assistons au retour de formes anciennes de barbarie. La barbarie n'a jamais totalement disparu. Hein. Il ne faut pas oublier les deux guerres mondiales du XXe siècle. Bon, elle n'a jamais disparu, mais nous avions le sentiment d'avancer vers une forme de civilisation, chaque fois mieux définie. Bon. Aujourd'hui, nous assistons au retour de formes anciennes de barbarie. Le nationalisme agressif, la guerre, bon, le fanatisme religieux, bon, qui se traduit par le terrorisme, mais aussi par le mouvement anti-avortement, bon, et ce qui va venir après, probablement, dans les attaques religieuses, c'est le mouvement contre le mariage pour tous. Bon. La bêtise arrogante, bon, dont deux grands représentants contemporains sont Donald Trump et Jair Bolsonaro au Brésil, bon, et des formes nouvelles de barbarie. Le harcèlement et la haine cybernétique, le cyberbullying. Bon. Et je crois qu'il est important de ne pas oublier, quand on parle des défis, outre tous ceux qui apparaissent très fortement immédiatement comme le défi écologique et le défi technologique, ce défi de la barbarie. Parce que nous sommes là directement concernés par la question de l'éducation. Ce que j'appelle barbarie, c'est le fait de considérer que l'autre n'est pas complètement et pleinement humain. Bon. C'est une question ancienne, hein, c'est une question ancienne. Barbare, disaient déjà les Grecs en parlant des Perses. Bon. Mais c'est une question qui revient avec beaucoup de force, hein, interne en France, hein, sur les questions d'immigration, bon, et externe. Bon. Et cette barbarie est contagieuse. Quand on ne considère pas l'autre comme étant pleinement humain, on le traite d'une façon que l'on peut dire une façon barbare. À cette barbarie, j'oppose un principe fondamental d'humanité, d'humanisation, donc l'éducation. Après avoir ébauché ces défis, vient immédiatement la question, bon, qu'avons-nous à dire aux jeunes sur ces questions aujourd'hui? Que disons-nous aux jeunes sur ces questions aujourd'hui? Bon, et je pense que c'est une question sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir dans la journée. Qu'est-ce que la Ligue a à dire aux jeunes sur ces questions aujourd'hui? Je me souviens, il y a déjà trentaine d'années, à Paris, à la fin d'un débat, une jeune femme s'est levée et à la fin d'une conférence, au début d'un débat, une jeune femme s'est levée et m'a dit « Vous, la génération de 68, ce qui est toujours un peu inquiétant quand ça commence comme ça, bon, vous, la génération 68, vous avez compris quelque chose, vous avez appris à nous écouter, mais vous n'avez plus rien à nous dire. Mais vous n'avez plus rien à nous dire. » Bon. Et je voudrais insister un peu là-dessus. La question fondamentale n'est peut-être pas aujourd'hui seulement d'écouter les jeunes. La question fondamentale est de savoir si nous avons quelque chose à leur dire et qu'est-ce que nous avons à leur dire sur ces questions fondamentales qui concernent aujourd'hui l'espèce humaine et le quotidien de demain. On pourrait d'ailleurs donner un autre nom à cette jeune femme d'il y a 30 ans, bon, qui pourrait s'appeler Greta Thunberg. Bon.
il est intéressant de voir que, premièrement, c'est une jeune de 16 ans qui s'est dressée pour demander aux adultes d'affronter l'avenir, bon, avec lucidité, mais aussi ce qu'on dit moins et qui pour moi est au moins aussi important. Qu'est-ce qu'elle a fait, Greta Thunberg? Elle a fait la grève de l'école. Elle a invité à faire une grève de l'école. Et peut-être est-ce là la critique la plus radicale de l'école qui a eu lieu ces dernières années. Bon. Quand les jeunes veulent parler de l'avenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'école pour parler? Non, il faut une grève de l'école. Bon. Ça me semble un problème grave. C'est ça qu'il nous faut changer. Est-ce que l'école et plus largement, est-ce que la société peuvent redevenir un endroit pour penser avec les jeunes l'avenir et l'avenir de notre monde? Aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce que nous disons aux jeunes? Est-ce que nous leur parlons est-ce que nous leur parlons beaucoup de l'avenir? Est-ce que nous parlons du type d'humanité à construire? Non. Ce qu'on leur dit fondamentalement, c'est étudie pour avoir un bon métier plus tard. Travaille pour avoir un bon métier plus tard. Et ça se termine toujours comme ça. Je le sais, j'ai une fille de 16 ans. Hein, et malgré toutes mes réflexions, bon, quand elle n'a pas très envie d'étudier à l'école, qu'est-ce que je lui dis? Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est notre argument fondamental d'adulte. Nous n'avons plus de référence à une vocation humaine et sociale comme ça a été le cas avec le salut de l'âme, le progrès, la République, le communisme. Il y avait plusieurs réponses possibles dans l'histoire, mais il y avait une réponse qui a été proposée à partir d'une figure anthropologique qui pouvait servir de fondement aux pratiques et aux théories, aux pratiques et aux théories éducatives. Aujourd'hui, je dis, nous n'avons plus de ces fondements anthropologiques et pour cela, il n'y a pas de pédagogie contemporaine. Bon. Bien sûr, on peut toujours appeler contemporain l'ensemble des pratiques qu'il faut bien mettre en œuvre parce qu'il faut bien que les enfants grandissent et que nous nous occupions. Mais nous n'avons pas l'équivalent de ce qu'ont été les pédagogies traditionnelles, de ce qu'ont été les pédagogies nouvelles qui proposaient une référence anthropologique fondamentale. Bon. Nous pratiquons un bricolage, hein, un bricolage hybride permanent comme père ou comme professeur. Bon. Un ensemble de pratiques plus ou moins contradictoires par lesquelles nous essayons de survivre en nous occupant des jeunes. Bon, donc, je considère, c'est l'idée qui m'a amené à travailler 4 ans sur cette idée d'éducation barbarie. Je considère qu'il faut réintroduire la question anthropologique au centre des pédagogies, bon, en lien avec les problèmes actuels du monde. Bon. À partir de là, je ne vais pas présenter toutes mes idées là-dessus. Hein. Le livre a plus de 300 pages. Bon. Mais je voudrais aborder 3 points fondamentaux. Bon. Premièrement, au-delà de l'apprentissage, bon, l'éducation, c'est quoi? Bon. Je ne vais pas faire un discours sur ce que doit être l'éducation, ni un discours sur ce que doit être la pédagogie. Bon. Parce que chacun de vous probablement, bon, a son idée sur ce que doit être l'éducation, sur ce que doit être la pédagogie. Ce que j'ai fait en tant que chercheur, c'est autre chose. Je suis allé voir dans l'histoire de quoi parle la pédagogie, de quoi historiquement parlent les discours sur l'éducation. Bon. Et la réponse est très claire. Il parle de la question de la régulation du désir par des normes. Bon. Fondamentalement, au cours de l'histoire, bon, la construction d'idées sur l'éducation a été centrée sur la question de la régulation du désir par les normes. Alors, il y a des formes traditionnelles et il y a des formes nouvelles. La forme traditionnelle, c'est le désir régulé par la norme. Il y a la forme religieuse, des jésuites en particulier, qui a été important, c'est l'idée que l'enfant est corrompu par nature. C'est une idée
curieuse pour nous au XXe siècle. Mais c'est une idée qui traverse toute l'histoire et qui existe encore dans bien des endroits du monde. L'enfant est corrompu par nature, et du point de vue religieux, c'est normal, parce qu'il naît de ce qui est considéré comme le péché originel, qui est l'acte sexuel. Donc l'enfant a une nature profondément corrompue, et le travail de l'éducation est de lutter contre la nature de l'enfant. C'est ça l'idée traditionnelle fondamentale, qui va être héritée, paradoxalement, par la République, par la pédagogie républicaine, qui va l'adapter, mais ce qui va garder l'idée fondamentale que l'éducation est discipline, que l'éducation consiste à réguler le désir par la norme. C'est Durkheim, hein, c'est Durkheim. Ce sont les écoles normales françaises, hein, fondées sur Durkheim et à travers Durkheim sur la philosophie de Kant. Ce qu'il s'agit de combattre, ce n'est plus la corruption du péché originel, ce qu'il s'agit de combattre, c'est l'émotion, c'est la passion. Vous pouvez penser au grand philosophe qu'a été Alain, hein, au début du XXe siècle aussi. Il s'agit de convaincre, il s'agit de lutter contre la passion et l'émotion pour développer la raison. Pour développer la raison. Mais la réponse finalement est la même du point de vue pédagogique, du point de vue de la conception d'éducation. Éduquer un enfant, c'est le discipliner. C'est lui inculquer des normes pour son bien. Et quel est l'endroit, quel est le mode d'existence fondamental du désir? C'est le corps. C'est le corps. Et donc, l'éducation commence par une discipline du corps. C'est bien ça qui a fonctionné pendant des siècles, hein, y compris sous la forme du Lumière. Hein. Emmanuel Kant disait qu'on envoie les enfants à l'école non pas d'abord pour qu'ils acquièrent des connaissances, mais d'abord pour qu'ils apprennent à rester assis sans bouger. Et c'est bien comme ça, hein, c'est bien comme ça que commence l'école, souvent que commence l'école primaire traditionnelle. Réguler le désir par la norme. Et les pédagogies nouvelles vont parler de la même chose, mais elles vont dire le contraire. Les pédagogies nouvelles vont se construire à partir de la nature. Elles vont dire qu'il faut respecter la nature de l'enfant, ce qui va permettre Piaget et toute l'étude de la psychologie génétique. Il faut respecter la nature de l'enfant, connaître et donc respecter et donc connaître la nature de l'enfant. Et les pédagogies nouvelles vont s'opposer à la norme, vont opposer la spontanéité de l'enfant, la pureté de l'enfant, l'innocence de l'enfant, etc. à la norme. C'est Maria Montessori, hein, qui revient un peu en force. C'est Maria Montessori qui dit qu'en tout adulte sommeille un tyran qui est toujours prêt à s'éveiller. Et donc, ce sont des pédagogies qui se méfient de la norme adulte, qui se méfient des normes sociales. Mais le problème traité reste le même, celui du désir et de la norme. La psychanalyse a montré, de façon très claire, qu'il n'y a pas d'être humain sans désir et qu'il n'y a pas d'être humain sans norme. Il n'y a pas d'être humain sans désir parce que sans désir, il n'y a plus l'impulsion vitale. Et il n'y a pas d'être humain sans norme parce qu'un être humain sans norme n'est pas un être humain libre, c'est un fou en fait. Hein. Et donc, la question que nous avons à affronter de multiples manières à travers l'éducation, c'est la question de la relation entre le désir et la norme. Et comment est-ce que ça se passe actuellement, la relation entre le désir et la norme? Quelle est la forme de régulation qui fonctionne dans la relation entre le désir et la norme? Ça fonctionne comme on peut, par bricolage, comme je disais. Bon. Mais il n'y a plus de régulation. Il n'y a plus de régulation maîtrisée. Il n'y a plus de régulation qui est faite. Bon. Et de quoi rêvent les jeunes aujourd'hui? Bon. D'être un grand savant? Peut-être quelques-uns. Bon. Mais pas beaucoup. Bon. D'être président de la République, aujourd'hui en France encore moins que jamais. Bon. De quoi il rêve? D'être Mbappé, bon. Ou d'être la dernière chanteuse française, excusez-moi, mais
Au Brésil, je peux te dire qui c'est Anita, mais en France, je ne sais pas qui est la dernière chanteuse française. Bon. Mais ils ont comme référence du désir et référence de la norme. Bon. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Quel modèle est-ce que nous leur donnons? Bon. Il n'y a plus ce travail, ni du côté traditionnel, ni du côté nouveau. Bon. Il n'y a plus ce travail qui est fait sur la question du désir et de la norme. Alors, cela produit des effets qui sont aussi des effets positifs. Bon. Des effets de libération religieuse, des effets de libération sexuelle. Bon. Jamais en France, n'a existé une telle liberté religieuse. Bon, chacun doit ou devrait pouvoir, c'est vrai qu'en France c'est un peu plus compliqué qu'au Brésil en ce moment, hein, bon, avec le racisme anti-musulman, bon, mais chacun devrait pouvoir choisir sa, sa petite boutique religieuse, celle qui correspond le mieux à ses désirs. C'est comme ça que ça fonctionne au Brésil, hein, avec les églises pentecostales. Bon. Et une liberté sexuelle qui n'a jamais existé avant. Bon. Mais en même temps, jamais les jeunes n'ont été aussi abandonnés qu'aujourd'hui, sans référence. Je dis que probablement jamais dans l'histoire l'individu n'a été aussi libre et jamais le sujet n'a été aussi abandonné. Bon. Et ça, c'est un problème fondamental que nous devons affronter, je crois, en éducation. Jamais l'individu n'a été aussi libre et jamais le sujet n'a été aussi abandonné, sans modèle, y compris sans modèle des adultes, parce que le temps avance si rapidement que d'une génération à l'autre génération, la génération adulte a des difficultés pour fournir aux plus jeunes, à partir de sa propre vie, des modèles d'existence. Bon. C'est une question anthropologique fondamentale. En outre, la question du désir et de la norme existe et va exister de plus en plus sous une nouvelle forme qui est la question de la limite. Bon. La question écologique, c'est aussi la question de la limite. Nous n'allons pas pouvoir continuer avec la même consommation d'énergie. Nous n'allons pas pouvoir continuer avec la même consommation de viande, etc., etc. Bon. L'éducation des générations qui viennent, bon, va devoir affronter, y compris affronter au quotidien, la question de la limite, bon, qui est une nouvelle forme de la question de la régulation du désir par la norme. Bon. Étant ben, excusez-moi, mais je vis en portugais, et donc de temps en temps, il peut y avoir un mot qui sort en portugais. Et aussi la question sociopolitique du vivre ensemble, hein, et du bien commun. Bon, la question du désir et de la norme, c'est aussi la question du vivre ensemble et du bien commun. Bon. Toutes ces questions sont des questions qui doivent être pensées, bon, par qui travaille l'éducation, et je crois que ce sont des questions sur lesquelles nous pouvons espérer que la Ligue, avec sa longue histoire, sa longue expérience et sa diversité humaine, puisse aider à progresser. Deuxième idée que je voudrais présenter, c'est le fait qu'il n'y a pas de pédagogie contemporaine, mais il y a de nouveaux discours sur l'éducation. Bon. Et je me suis intéressé à ces nouveaux discours. Il y a un discours sur la qualité d'éducation, il y a un discours sur les neurosciences et la neuroéducation, il y a un discours sur la culture cybernétique, il y a un discours sur le transhumanisme, bon, et j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne derrière ce discours. Bon. Et en fait, nous avons une représentation de l'homme, premièrement, qui réduit la question d'éducation à la question de l'apprentissage. Bon. Et là, il nous faut réfléchir sur les neurosciences. Bon. Les neurosciences ont évidemment toute leur légitimité. Hein. Bon. Elles sont intéressantes et nous avons à les prendre en compte. Bon. Mais il faut comprendre de quoi elles nous parlent. Les neurosciences ne nous parlent pas de l'éducation. Les neurosciences nous parlent de l'apprentissage. Bon. Et leur objectif est l'optimisation
des processus d'apprentissage et des mémorisations. Bon. Et une optimisation dans des situations expérimentales qui sont des situations scientifiques et qui sont des situations modélisées. Bon. C'est tout à fait légitime. Hein? Bon. Mais ça ne représente qu'une petite partie du problème à affronter. On dit parfois l'homme n'est pas seulement son cerveau. Bon. Je crois qu'il faudrait le dire de façon un peu différente. Bon. Un peu différent. Je suis mon cerveau. Hein. Quand j'aurai plus de cerveau, il n'y aura plus de discours. Bon. Sauf que le cerveau, bon, n'est pas seulement ce que la neuroscience étudie. Bon. Le cerveau la neuroscience en tant que science tente en permanence de dominer, de maîtriser, de définir les conditions expérimentales et de limiter le fonctionnement du cerveau à un certain nombre de processus qu'elle étudie. Mais mon cerveau a un fonctionnement interne permanent, il est lié en permanence à mon corps, et il est lié en permanence à mon histoire, il est lié en permanence à mon environnement social. Bon. Donc, je suis mon cerveau, mais le cerveau ne se réduit pas à ce que les neurosciences étudient dans des modèles expérimentaux. Bon. Et donc, au-delà de ce qui est étudié, il y a tout un champ énorme. Bon. Sur la lecture, par exemple. Bon. Mettre un enfant avec un casque et des électrodes pour voir un peu ce qui va se passer dans sa tête lorsqu'il apprend à lire, c'est une situation. Être en classe avec un professeur, des collègues et une envie de lire plus ou moins grande, c'est une autre situation. Bon, l'envie de lire dépend du fait que l'enfant a rencontré ou non dans son histoire antérieure des personnes qui montraient un plaisir de lire ou le sens de lire. Bon. Et donc, oui aux neurosciences, oui aux neurosciences. Bon, nous n'avons pas à refuser les neurosciences, ce serait obscurantiste. Oui aux neurosciences, mais non à la pseudo-neuroéducation. La neuroéducation n'existe pas. Elle n'existe pas parce que les nerfs ne peuvent pas définir des finalités. Bon. Et attention à ce qui se développe en ce moment, qui est un discours qui met le mot neuro partout. Il y a même une neurophilosophie maintenant, une neurothéologie. Bon. Et je dis qu'en fait, c'est un neurocharlatanisme qui est en train de se développer pour des raisons qui sont des raisons qui ne sont pas scientifiques et dont se méfient d'ailleurs les scientifiques. Et donc, une représentation de l'homme qui réduit l'éducation et l'apprentissage, mais aussi une représentation de l'homme qui élimine la question du sens. Et là, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est l'enquête PISA, hein, avec les jeunes de 15 ans. Bon. Il existe aujourd'hui un discours sur la qualité de l'éducation qui a un problème, c'est qu'en général, on ne définit pas les critères de la qualité d'éducation. Le discours sur la qualité d'éducation se rabat sur des arguments quantitatifs, se rabat sur des enquêtes, sur des recherches comme la recherche PISA. Bon. Et quand on regarde de près, PISA, c'est bien fait, hein, ça peut être critiqué techniquement, mais c'est bien fait. Sauf que PISA évalue quoi chez les jeunes? La langue, bon, le français, le portugais, l'anglais, la langue, les mathématiques et les sciences. La langue, les mathématiques et les sciences. Bon. Je ne sais pas où on en est en France. Ici au Brésil, on évalue le portugais et les mathématiques. Et je crois qu'il nous faut réfléchir là-dessus, hein, sur l'évaluation. Bon. Quand on parle de qualité de l'école, quand on parle de qualité d'éducation, premièrement, ce n'est pas qualité d'éducation, c'est sur l'apprentissage. Deuxièmement, apprentissage de langue, de mathématiques et de sciences, c'est-à-dire de ce qui est censé bon, favoriser le développement économique du pays. Bon. Mais la philosophie, la sociologie, la poésie, la littérature, l'histoire, tout ça, c'est pas important. Hein. PISA n'évalue pas. Bon. Le taux de suicide, bon, qui irait modifier beaucoup la place de pays comme le Japon ou la Corée du Sud, par exemple. Hein. Le taux de suicide, la conscience écologique, bon, la conscience antiraciste, etc. Quand on parle de qualité d'éducation, on ne parle pas de ces choses-là. On ne parle pas. Elles sont évacuées. On évacue tout ce qui renvoie à la question
du sens. Et finalement, il reste quoi? Il reste un apprenant défini par l'éducation entre deux réseaux. Un réseau neuronal, bon, et un réseau informatique. Bon. Finalement, nous sommes un ensemble dans ces nouveaux discours. Hein. Nous sommes un ensemble de liaisons électriques, bon, par des synapses ou par des connexions par des connexions électroniques. Hein. C'est ce que Besnier appelle le syndrome de la touche étoile. Vous savez, le syndrome de la touche étoile. Bon, vous téléphonez pour avoir un renseignement et si vous voulez ça, faites 1. Si vous voulez ça, faites 2. Si vous voulez ça, faites 3. Bon. Et si vous voulez parler avec quelqu'un, appuyez sur la touche étoile et attendez bien longtemps. Bon. Nous sommes dans un monde qui finalement mène au transhumanisme, hein, et au post-humanisme. L'idée que le temps de Sapiens est terminé, qu'est venu le temps des implants et des cyborgs. Bon. C'est ce que disait Istvan. Istvan, qui a été un Américain, qui a été même candidat gouverneur de Californie et même candidat au président de la République. Il disait, nous avons de la chance maintenant parce qu'on peut, avec un chips, implanter un chips dans le cerveau de nos enfants et ils ne vont pas avoir à s'entraîner pendant 10 ans pour jouer Mozart. Bon, ils vont savoir jouer Mozart immédiatement. Bon. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Le problème dans cette orientation n'est plus d'éduquer l'homme, mais de le fabriquer. Bon. De fabriquer une nouvelle espèce au-delà de l'homme. Bon. Et en fin de compte, ce qu'on élimine à travers tous ces discours, c'est la vie, c'est le sens, c'est la présence à l'autre et à soi-même d'un être vivant. Bon. C'est là, je crois, la nouvelle frontière du capitalisme néolibéral. Mettre la vie elle-même en équation coût-bénéfice. Bon. Et ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux, bon, la politique actuelle des hôpitaux en France, bon, n'est pas sans rapport avec ça. Il s'agit bien de mettre la vie en équation coût-bénéfice. Bon. Le coronavirus nous a rappelé que nous sommes des êtres vivants, pour le meilleur et pour le pire. Bon. Et avec notre nostalgie du présentiel. Nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes des êtres vivants en un moment particulier de l'aventure humaine. Et c'est la troisième idée que je voudrais vous présenter à partir de mes travaux récents. C'est l'idée que je résume de la façon suivante. L'homme n'est pas une idée. Il n'y a pas de nature humaine. L'homme n'est pas une nature humaine. L'homme est une aventure. Bon, et je vais le dire de nouveau parce que je crois que c'est ça la formule intéressante. Bon, l'homme est une aventure. Bon, c'est une aventure de l'espèce et chacun de nous, par sa vie personnelle, chacun de nous est une aventure singulière. Bon. L'homme comme espèce est une aventure qui a commencé il y a 7 millions d'années, quand, à partir d'un ancêtre commun, ce qu'on appelle le DAC, le dernier ancêtre commun, bon, ont commencé à diverger ceux qui allaient devenir des êtres humains et ceux qui allaient devenir des chimpanzés et après des bonobos. Bon. Être humain n'est pas une espèce. Hein. Bon. C'est un genre. Nous parlons d'espèces humaines, mais en réalité, humain, c'est un genre. Et il y a eu plusieurs espèces humaines. Je crois qu'il faut insister aussi là-dessus, sur des choses dont on ne parle guère aux jeunes. Hein. Il y a eu plusieurs espèces humaines. Bon. Et c'est même tout au long de l'évolution la situation normale. Bon. Notre dernier cousin est Néandertal, mais il y avait à la même époque Denisova. Bon. Il y avait à la même époque 2 espèces dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, bon, et probablement une espèce en Afrique du Sud. Il y avait 6 ou 7 espèces humaines, bon, qui vivaient au même moment. Bon, il y a environ 100 000 ans. Bon.
Elles ne vivaient pas au même endroit, parce que c'était des petits groupes, hein, de 50 ou 100 personnes, mais elles avaient des relations. On le sait maintenant, depuis peu de temps, grâce à la génétique. Bon, vous avez bon, des gènes de Néandertal. Bon, chacun de nous a entre 2 et 4 ou 5% de gènes de Néandertal. Bon. Et en Mélanésie, il y a des êtres humains qui ont, eux, des gènes de Denisova. Bon. Nous sommes, nous sommes la dernière espèce humaine parce qu'il y a une extinction des autres espèces humaines. Bon. Et depuis 28 000 ans, en fait, hein, au sud de l'Espagne, de l'actuelle Espagne, ont disparu les derniers groupes de Néandertal. Bon. Nous sommes les derniers, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que les autres sont morts. Bon. Les autres espèces se sont éteintes, bon, en nous laissant quelques gènes. Cette aventure, et on en parle comme de l'aventure de l'homme, mais il faudrait dire clairement que c'est l'aventure de la femme et de l'homme. La femme et de l'homme. Bon, je crois que c'est important de le dire. Quand on présente, vous savez, le dessin où il y a les singes de différentes grandeurs et que ça se termine par l'être humain bien debout, ce sont toujours des hommes. Vous pouvez vérifier. Je n'ai jamais rencontré un seul dessin, bon, de cette évolution humaine qui représentaient des femmes. Ce sont toujours des hommes. Or, il y a des raisons solides de penser que la femme a joué un rôle fondamental dans l'évolution de l'espèce humaine. Bon. D'abord parce que c'est elle qui s'occupait fondamentalement de la nourriture. Bon. Et on peut penser que c'est elle qui s'occupait du feu. Bon. Et encore aujourd'hui, hein, ce sont les femmes qui allument le gaz pour faire cuire la soupe. Bon. Mais ce sont les hommes qui reviennent de la chasse, bon, et qui vont faire je ne sais plus comment ça s'appelle en brésilien, c'est le churrasco, hein, qui vont faire cuire la viande le jour de fête. Bon. Il y a de bonnes raisons de penser aussi que les femmes ont eu un rôle fondamental en ce qui concerne les outils. Chez les chimpanzés qui développent le chimpanzé Faber, bon, c'est une femme, c'est pas un homme, hein, c'est pas un mâle. Bon, c'est elle qui casse les noix, hein, et qui montre, entre guillemets, comment on fait aux enfants. Homo Faber, bon, c'était peut-être bien en fait Moulière Faber. Bon. Et les femmes ont joué un rôle fondamental dans l'évolution de l'espèce humaine à travers ce qu'on appelle l'altricialité secondaire. Bon, en expliquant rapidement, le temps de la grossesse, bon, ne devrait pas être de 9 mois. En comparant avec les autres espèces de primates, le temps de la grossesse devrait être entre 18 et 20 mois. Entre 18 et 20 mois. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les êtres humains ont commencé à marcher sur deux pattes, bon, sur leurs deux jambes, bon, le bassin de l'être humain s'est rétréci, bon, et il est devenu de plus en plus difficile pour l'enfant de naître. Bon. Et en plus de ça, le cerveau augmentait. Le bassin de la femme diminuait, bon, et le cerveau augmentait. Résultat, ça menait à la disparition d'espèces. L'évolution a résolu le problème, entre guillemets, hein, l'évolution ne résout rien. Ce sont des mutations. Mais dans la façon de parler, l'évolution a résolu le problème en faisant naître l'enfant avant. Bon, il naît au bout de 9 mois, bon, avec seulement 40% de sa structure cérébrale qui est prête. Et pendant 18 mois, son principal problème, ça va être de continuer à construire son cerveau. C'est pour ça que l'enfant ne grandit pas très vite, hein. Un petit chien grandit très vite en taille. Un enfant ne grandit pas très vite. L'essentiel de son énergie, c'est sur son cerveau. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça veut dire que le cerveau continue à se construire en dehors de l'utérus. Il continue à se construire dans une situation qui est une situation sociale et culturelle. Et c'est pour ça que l'homme est absolument, absolument bioculturel.
c'est pas 50% de bio et 50% de culturel, c'est 100% de bio et 100% de culturel. Bon, et c'est cela la profonde spécificité humaine. Bon. L'être humain a deux différences fondamentales. Il a une différence génétique, bon, comme toute espèce. Toute espèce est génétiquement originale, c'est pour ça qu'elle est une espèce. Bon. Mais l'être humain a une autre différence fondamentale, c'est le monde humain. Aucune autre espèce n'a construit l'équivalent du monde humain dans toute sa diversité. Et si on veut savoir ce qu'est un être humain, il ne faut pas le regarder individuellement. Il ne faut pas seulement le regarder individuellement. Bon, en développant ce qu'on a appelé l'exception humaine. Si on veut savoir ce qu'est l'être humain, il faut regarder ce qu'est le monde humain. Ce qu'est le monde humain. Parce que le monde humain s'est construit par sédimentation des aventures humaines, des tentatives humaines, des pensées humaines, des sentiments humains. Bon, notre monde est une sédimentation de l'histoire de notre espèce. Bon, et c'est pour ça qu'il existe un patrimoine. Et c'est pour ça que l'éducation est un droit anthropologique. Bon. Nous disons tous que l'éducation est un service social. Bon. Et je l'ai vu aussi dans vos derniers textes. C'est vrai que l'éducation est un service social. Mais pourquoi c'est un service social? Parce que c'est un droit anthropologique. Le fait même de naître dans l'espèce humaine ouvre un droit à être éduqué. Bon. Et c'est pour que ce droit anthropologique soit respecté que l'éducation doit être un service social et qu'il doit exister une éducation publique. Je reviens d'une certaine façon à mon point de départ. Hein. Mon point de départ, c'est qu'avons-nous à dire aux jeunes aujourd'hui sur l'espèce humaine et sur son avenir. Bon. Qu'avons-nous à dire sur le futur de l'aventure humaine à un moment que nous sentons de transition profonde, écologique et technologique. Hein. C'est bien ça que mène l'idée de défi. C'est que l'espèce humaine est une aventure, et chacun de nous va revivre dans son temps particulier cette aventure sur son mode singulier. Bon. L'espèce humaine est une aventure et la question qui se pose aujourd'hui est celle de l'avenir de cette aventure humaine. Bon. Et c'est la question sur laquelle les jeunes sont en attente d'une parole adulte. Sont en attente d'une parole adulte. Bon. Je terminerai en disant que, bon, il faut sortir du silence. Il faut sortir du silence. Bon. Il faut sortir du silence anthropologique. Il faut sortir également du discours négatif qui existe souvent sur l'homme comme singe, assassin et destructeur. Bon. Que notre espèce ait fait des choses horribles, c'est certain, mais je crois que ce qu'il faut proposer aux jeunes, penser avec eux, c'est cet avenir de l'aventure humaine. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas seulement des finalités d'éducation. Bon. Certains ont interprété comme ça ce que je disais, bon. Que je parle des finalités d'éducation, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon. Et je voudrais dire là, franchement et très directement, que je crois que réintroduire la question de l'aventure humaine au centre de la pensée et de l'action pédagogique, c'est être concret. C'est être pratique, parce que c'est cela qui est susceptible de changer vraiment l'éducation et l'école actuelle. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si on va mettre 1h30 de mathématiques en optionnel ou en obligatoire. Ce n'est pas ça qui est fondamental aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, ceux qui se perdent dans ces discours de management savent que ça ne va pas changer la situation. Ça ne va pas changer la situation. Bon, on énumère une masse de petites décisions pratiques, techniques, en disant que c'est concret, mais en sachant qu'en fait, c'est très souvent, c'est du faire semblant. C'est du faire semblant. Bon, le ministère de l'Éducation est plein de faire semblant. Il y a plein de gens qui font des choses parce qu'on ne peut pas ne rien faire, mais tout en sachant qu'en fait, ça ne va rien de changer des fondamentales. Bon. Et je crois que aujourd'hui, si nous voulons changer des choses fondamentalement, si nous voulons affronter les questions de l'avenir, bon, et il nous faut poser les questions profondes. Bon.
qui sont des questions la question de qu'est-ce qui va arriver à l'espèce humaine dans les décades et dans les siècles qui viennent. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que repenser radicalement les contenus enseignés. Repenser radicalement les contenus enseignés, donc, qui sont hérités d'une génération à l'autre sans une pensée profonde. Arrêter de s'enfermer dans une logique de l'utile. Bon. Bien sûr qu'il nous faut enseigner des choses utiles, bien sûr. Bon. Mais il faut poser la question de l'important. Bon. Qu'est-ce qu'il est important d'enseigner aux jeunes aujourd'hui? Je ne dis pas seulement qu'est-ce qu'il est utile. Bon. Qu'est-ce qui est utile? On va traiter aussi cette question. Mais qu'est-ce qu'il est important d'enseigner aux jeunes aujourd'hui? Ce n'est pas une question que l'on va régler avec seulement les associations de spécialistes, les experts de discipline et les syndicats enseignants, bon, qui doivent participer évidemment à toutes ces réflexions parce qu'ils ont une professionnalité, une expérience qui sont précieuses. Bon. Mais la question est beaucoup plus ample. Repenser les contenus enseignés, mais aussi repenser les modes d'enseigner, bon, à partir de ce que j'appelle l'équation pédagogique fondamentale. C'est quoi l'équation pédagogique fondamentale? Apprendre égale activité intellectuelle plus sens plus plaisir. Bon. Quel que soit le génie du professeur, l'élève apprend seulement s'il entre dans une activité intellectuelle, s'il étudie, s'il se mobilise intellectuellement. Et donc, la question est de savoir pourquoi l'élève va se mobiliser intellectuellement alors que c'est fatigant. C'est fatigant de penser, c'est fatigant d'étudier. Bon. Et c'est donc la question du sens. Quel est le sens de ce qu'on enseigne aujourd'hui? Bon. Et c'est la question du plaisir. On n'apprend pas sans effort, hein. On n'apprend pas sans effort. Mais le problème, ce n'est pas l'effort. Le problème, c'est l'effort pour quelque chose qui n'a aucun sens. L'enfer, c'est d'avoir à faire un effort pour quelque chose qui n'a aucun sens. Bon. Mais on peut tirer du plaisir de l'effort, comme le savent ceux qui font du sport, par exemple. Bon. Repenser les contenus enseignés, repenser les formes d'enseigner à partir de cette idée, hein, de l'équation pédagogique fondamentale, apprendre égale activité intellectuelle plus sens plus plaisir, et repenser très concrètement la question de l'évaluation actuelle. Il faut le dire clairement, l'évaluation actuelle n'est pas pédagogique. Bon. L'évaluation devrait être un moment d'un acte pédagogique. Mais aujourd'hui, quand un élève n'a pas compris, qu'est-ce qu'on fait? Il a une sale note. Il a une sale note et il va répéter l'année, etc. Quand un élève n'a pas compris, on l'oriente. Bon, on ne recommence pas le processus d'apprentissage. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une logique de la concurrence généralisée. Bon, nous vivons dans une logique de la concurrence généralisée qui nous mène à une forme de réalisme cynique qui nous fait dire à nos propres enfants « étudie pour avoir un bon métier plus tard ». C'est la concurrence généralisée. Et il va falloir choisir en ce moment de l'espèce humaine ou bien la solidarité ou bien la concurrence. Bon. La concurrence a différentes formes. Ça peut être la guerre, bon, mais ça peut être aussi toutes les pratiques d'évaluation qui sont des pratiques en fait de hiérarchisation et d'élimination. Bon. Et enfin, je crois qu'il faut parler avec les jeunes de l'espèce humaine en ce moment, de l'espèce humaine, bon, de ces défis dont nous parlons entre nous. Bon, il faut en parler avec eux, bon, sur ces questions fondamentales et sur ce que ça implique dans la vie quotidienne. Bon, je crois que ça fait 1 heure que je parle. Hein, je dis que je ne déborderai pas cette heure-là. Je crois avoir dit l'essentiel de ce que je souhaitais dire. Bon, mais il faudrait rentrer dans plus de détails. Bon, comme l'a dit Étienne, vous pouvez toujours vous référer à ce livre. Hein. Éducation, barbarie. Bon.
il est traduit en portugais et beaucoup lu déjà en Amérique du Sud, hein, Colombie, Argentine, Brésil, etc. Je vous remercie à nouveau pour cette invitation et je vous souhaite des travaux qui correspondent pleinement à ce que nous venons de dire. Bon, activité intellectuelle, bon, sens, plaisir et réflexion sur notre avenir en tant qu'espèce humaine.